Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien sur Dakaractu qui reçoit aujourd'hui l'avocat maître Adam Gueye, par ailleurs coordinateur de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections. Le prétexte de cet entretien, la présidentielle 2019 de ce dimanche dernier qui a consacré la réélection du président sortant Macky Sall avec 58,27%. Bonjour maître. Alors Macky Sall réélu à la tête de ce pays, réaction? Je ne me focaliserai pas sur les chiffres parce que les chiffres, c'est ce qui est ressorti, c'est ce qui ressort de, de, du décompte du jour du scrutin. Mais c'est la résultante de tout un processus. Le jour du scrutin est le point d'achèvement de tout un dispositif de fraude, de manipulation, de tripatouillage pour parachever un hold-up qui marque malheureusement la mort de notre système démocratique électoral. Donc c'est un sentiment de regret parce que au-delà de l'élection, aujourd'hui, Macky Sall, à travers ce dispositif de tripatouillage qu'il a finalisé par ce hold-up électoral, a porté un coup fatal à nos acquis démocratiques. Et c'est la résultante de tout un système complexe de fraude qui a commencé depuis la refonte du fichier électoral. On a mis l'administration chargée de l'inscription sur le nouveau fichier à la disposition de Benno Bokk Yakaar, des leaders de Benno Bokk Yakaar pour privilégier l'inscription de leurs militants. On a instrumentalisé la justice. On s'est livré à une corruption à très grande échelle sur le pays à l'occasion de ces élections. On a aussi instrumentalisé les instruments de politique publique. On a instrumentalisé le budget à travers des programmes comme les bourses familiales, comme la DER, pour influencer, pour fausser le vote. Donc cette élection est faussée. Le résultat n'est pas significatif parce que ce résultat ne traduit pas l'expression correcte du suffrage des citoyens. Et c'est ça. Et de ce point de vue, on n'a pas eu une vraie élection. On s'est servi de l'élection pour couvrir un hold-up. Ce ne sont pas les opposants qui ont perdu, c'est le Sénégal qui a perdu. Le Sénégal a perdu quelque chose d'extrêmement précieux. Ce sont nos acquis démocratiques. Voilà, vous l'avez dit tantôt, c'est l'élection qui a faussé et l'opposition n'a pas perdu, d'après vos dires. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème à ce niveau? Parce que l'opposition s'était réunie avec toutes les démarches, rien n'est aboutir. L'opposition est très courageuse parce que par rapport à cet écosystème piégé, le résultat de l'opposition est même vraiment est même très encourageant parce que l'écosystème est piégé et a été totalement instrumentalisé par le candidat Macky Sall. Alors, je disais que le Sénégal n'a pas gagné. Je dis aussi que Macky Sall ne mérite pas de félicitations. Parce qu'on ne félicite pas, moi je ne vais pas féliciter quelqu'un qui a tripatouillé, qui a faussé les élections de manière délibérée au seul service de ses intérêts politiques et qui a remis en question des acquis démocratiques extrêmement importants. Les ambitions personnelles d'une personne ne valent pas de sacrifier les acquis démocratiques d'un pays. Et c'est ce qu'il a fait. Macky Sall a porté un coup fatal à nos acquis démocratiques. Donc il ne mérite pas de félicitations. C'est au contraire des récriminations qu'il mérite. Voilà. Il ne mérite pas de félicitations, mais n'empêche, c'est lui qui a gagné d'après ses résultats provisoires. Et comment est-ce que vous voyez les 5 prochaines années qu'il va faire ici? Écoutez, moi, je ne vais pas faire son programme à sa place. Moi, ce que je vais dire, c'est par rapport à nous, nos intérêts de citoyens. L'interpellation que je fais cette interpellation à mes concitoyens, à nos compatriotes, pour qu'ils comprennent que le résultat de cette élection
au-delà des chiffres, est très grave au regard de ce qu'on a perdu en termes d'acquis démocratiques. Et qu'aujourd'hui, il faut que les Sénégalais, dès maintenant, s'inscrivent dans une logique de reconquête démocratique. Parce que c'est aujourd'hui que ça doit commencer. Si on attend la veille des prochaines élections, Macky Sall va reproduire ce qu'il a fait. Et le danger auquel on s'expose, c'est que si la situation reste en l'état, Macky Sall se donnera les moyens de choisir lui-même son propre successeur. Et c'est ça les enjeux. C'est-à-dire? Il va choisir en utilisant le système tel qu'il l'a utilisé à son profit, il va choisir son propre successeur pour assurer ses arrières. Donc vous êtes d'accord qu'il va quitter et choisir un autre successeur, ça serait bien? Je n'en sais rien. Même de ce point de vue, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais avec la capacité de reniement de Macky Sall, il faut s'attendre à tout. Donc je ne serais surpris d'aucune initiative venant de sa part pour remettre en question ses propres engagements. Voilà, vous avez initié la pause avant les élections. Alors, quel est l'avenir de cette plateforme? La plateforme, euh, j'allais dire, est devenue sans objet de fait à la suite de l'option des 4 candidats de mettre en place un pôle des 4, ce qui est leur droit, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais je crois que, sur la base des enseignements qu'on peut tirer de la pause, je crois que ça peut être une structure qui peut être même pérennisée, mais en le repensant, parce qu'on a appris des leçons de ce qui s'est passé lors de cette élection. Mais je pense N'est-il pas un échec? on peut le dire d'une certaine manière parce qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, mais je pense que même des échecs, on peut apprendre. Aujourd'hui, je crois que dans nos pays africains, au-delà de l'adversité des partis au pouvoir et de l'opposition, il peut, à mon avis, être intéressant de mettre en place ce type de dispositif de sécurisation des élections, mais sous l'angle opérationnel. Parce que la limite peut-être des partis politiques souvent, c'est qu'il leur manque un savoir-faire opérationnel. Et je pense qu'une entité indépendante, ça pourrait même une entité indépendante, parce qu'ici on l'avait fait sous l'angle, dans un positionnement avec l'opposition. Je pense qu'en tirant les leçons, en améliorant le processus, ce serait bien de repenser le projet en le positionnant de façon indépendante et en lui donnant des capacités opérationnelles. Et je pense que ça pourrait apporter quelque chose dans les dispositifs électoraux, dans un dispositif électoral, parce que la CENI ou les Sénats peuvent avoir une vocation, mais cette dimension de prise en charge opérationnelle des risques qui peuvent être liés à une élection, au service de l'ensemble des parties prenantes du processus électoral, peut, à mon avis, être quelque chose d'utile. Donc je pense que l'expérience de la pause peut être repensée pour peut-être proposer un modèle qui peut être un élément, une valeur ajoutée au dispositif électoral dans nos pays africains. Voilà. Il n'y aura pas de recours pour ces élections. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition pourrait encore se réunir en un seul homme pour faire cela? Je ne sais pas pourquoi ils en ont décidé, mais je peux parfaitement les comprendre parce que je pense que le recours devait être fait au niveau du Conseil constitutionnel. Et vu le précédent qu'on a vécu avec le Conseil constitutionnel, les garanties d'impartialité, d'équité ne sont absolument pas acquises. Donc c'est peut-être la raison, et je le comprendrai parfaitement, parce qu'on a quand même un précédent. Pour la première fois, j'ai entendu des personnes concernées, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, une dame dire, oui, moi je ne suis pas d'accord, on nous avait dit que c'était 5 000 francs par tête, comme si on parlait de bétail, et là on nous propose 3 000 francs. C'est assez ignoble de profiter de l'état de pauvreté des Sénégalais pour utiliser l'argent, et parfois même l'argent de l'État, afin de fausser l'expression libre de leur suffrage et d'utiliser des ressources de l'État. Quand vous prenez la DER, on a même vu la DER confondre complètement son plan de communication avec le plan de communication du candidat Macky Sall pendant les élections. On a vu la DER financer des associations sportives et culturelles, alors que tout le monde le sait, c'est dans la loi. Les associations n'ont pas le droit d'exercer d'activités commerciales. Donc, on détourne les moyens de l'État au service d'intérêts politiques privés, président sortant,
n'a pas été à la hauteur de sa charge. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune raison de le féliciter. Au contraire, je pense qu'il mérite des récriminations. Aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour qu'il nous rende notre démocratie parce qu'il a confisqué nos acquis démocratiques pour se faire réélire sans coup férir. Mais maître, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les Sénégalais qui ont voté pour lui? Non, ce que je dis, les Sénégalais, on ne peut pas dire que les Sénégalais n'ont pas voté. Mais quand on fausse le jeu, c'est qu'on fait en sorte de faire voter le maximum de Sénégalais qui vous sont favorables. Par exemple, quand vous mettez à la disposition des leaders de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar des commissions itinérantes pour aller inscrire prioritairement leurs électeurs. Mais ça fausse les règles du jeu. Quand on fait une rétention des cartes pour beaucoup d'électeurs, quand, comme l'a dit le GRADEC, 1 200 000 cartes ont été distribuées par les préfets ou sous-préfets sans aucune supervision entre novembre 2000, à partir de novembre 2017, ce sont des problèmes. Donc il y a 1 200 000 cartes qui ont été distribuées, on ne sait pas dans quelles conditions. Quand on sait qu'il y a beaucoup de Sénégalais à qui on a donné plusieurs cartes avec des lieux de vote différents, donc il y a une manipulation délibérée du système pour fausser le jeu démocratique. C'est ça qui est répréhensible. Parce qu'une élection, il y a des fondamentaux d'une élection. C'est la transparence, c'est l'équité. Il n'y a pas eu de transparence et d'équité dans cette élection. Cette élection a été manipulée et donc l'élection a été faussée. Donc les résultats ne sont pas sincères. Voilà, vous l'avez dit tantôt, l'opposition n'est pas perdante en ce moment. D'après vous, quel est l'avenir de ses opposants? Soit, si je parle de Ousmane Sonko, vous l'avez vu, en 2 ans, il a fait des résultats, je ne dirais pas qui sont excellents, mais parfaits. Et aussi de Idrissa Seck. Ousmane Sonko est une très bonne nouvelle parce que, bon, lui, il a réussi à passer le parrainage. Il y a d'autres profils comme ça d'hommes politiques de type nouveau, j'allais dire. Ousmane Sonko, Thierno Bocoum, Thierno Alassane Sall, le juge Dème. C'est une très bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise parce que les élites politiques sont en train de se renouveler et c'est très rafraîchissant. Je leur demande, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils apportent cette fraîcheur à la politique, qui ne se passe pas phagocyté par l'écosystème politique. C'est très bien pour le renouvellement de la démocratie sénégalaise. Et je pense que pourquoi Ousmane Sonko est une très bonne nouvelle? Parce qu'il a réussi à réconcilier une bonne partie des jeunes avec la politique. Et c'est très très bien parce que les jeunes étaient totalement désintéressés de la politique. Bon, mais donc c'est une très bonne chose, malgré tout ce qu'on peut constater de négatif dans cette élection. Ça, c'est une bonne nouvelle. Encore un échec pour Idrissa Seck. Bon, je ne veux pas juger. Bon, je veux dire, je ne veux pas porter d'appréciation. Ce qui est certain, c'est que, à mon avis, les hommes politiques issus du vivier traditionnel doivent changer. Ils n'ont pas le choix parce que la méthode classique d'exercer des activités politiques a atteint ses limites. S'ils veulent durer, il faut qu'ils changent parce que les aspirations sont nouvelles, les exigences sont nouvelles, les approches sont nouvelles, la clientèle, entre guillemets, politique est nouvelle, a d'autres exigences, donc il faut changer pour durer. Maintenant, Idrissa Seck n'est pas vieux. Il peut encore apporter sa contribution à la vie politique. Aujourd'hui, l'enjeu concerne les jeunes. Le pays est à la croisée des chemins. Dans les prochaines années, beaucoup de choses vont se jouer et ça va principalement concerner les jeunes. Il ne faut pas qu'ils délèguent leur destin à d'autres. Il faut qu'ils prennent en charge leur propre destin. Même avec leur nouveau leader politique, parce que moi, je suis contre toute approche de messianisme, etc. Et l'autre message que je veux envoyer, c'est que nous devons changer, nous, les Sénégalais. C'est bien beau de parler des hommes politiques, mais nous avons beaucoup de défauts.
Nous avons beaucoup de défauts. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Les Messi, c'est fini. Quelle que soit la qualité d'un chef d'État, même si on change de chef d'État, on change de régime, si nous, Sénégalais, ne changeons pas dans nos attitudes, si nous ne changeons pas dans nos rapports avec notre pays, si nous ne prenons pas la responsabilité de citoyens vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de la République, si nous ne prenons pas notre responsabilité dans nos relations entre citoyens, ce sera très difficile de changer le pays. Il faudrait qu'une masse critique de citoyens développe une conscience citoyenne collective. Parce qu'aujourd'hui, la conscience citoyenne individuelle s'est beaucoup développée, mais ça crée une atomisation d'intérêts qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas gérer 15 millions d'intérêts contradictoires. Il faudrait qu'il y ait une masse critique de Sénégalais déterminés qui ont cette passion du pays et ce patriotisme partagé qui peut permettre de faire avancer le pays et qu'on accepte de donner au pays. Nous attendons tous du pays, nous attendons tous des hommes du gouvernement, mais nous ne donnons pas assez à notre pays. Aujourd'hui, l'engagement citoyen gratuit, l'engagement volontaire est trop insuffisant dans notre pays. Chacun de nous vit sa propre vie, ne s'occupe pas de son environnement immédiat. Dans nos quartiers, pourquoi les quartiers sont sales? Pourtant, si chacun de nous veillait à ce que devant chez lui, ça soit propre, ce serait très propre. Nous avons des pays qui sont juste à côté de chez nous, le Cap-Vert, notre pays, qui nous donnent des leçons. Donc, on a beaucoup d'efforts à faire à nos niveaux individuels. Au niveau individuel, chaque citoyen, qu'on se vis-à-vis de nous-mêmes pour voir est-ce que je me comporte comme je dois me comporter vis-à-vis de mes citoyens, vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de la République, est-ce que j'assume mes responsabilités de citoyen? Voilà, ça je pense que ça demande une réflexion. Il faut qu'on essaie de redonner du sens, de nous poser des questions quand on fait des choses. Que chacun ne se dise pas, je gère mes intérêts, le reste ne m'intéresse pas. 15 millions d'intérêts atomisés en contradiction, c'est ingérable. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous Merci, maître.